Ésaïe chapitre 58, verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Quelle merveilleuse écriture! Mais sont-ils que des mots vides? Pendant des années, l'Église a parlé d'eux et a proclamé l'Évangile, mais avec peu de preuves fructueuses du pouvoir transformateur du Christ pour libérer les pauvres de tous les jougs. L'agriculture, selon les principes de Dieu, c'est l'Évangile de Jésus-Christ avec des bottes aux pieds. C'est un évangile de parole et d'action, et c'est au jardin bien arrosé que nous nous mettons à genoux avec humilité. C'est aussi là où nous nous mettons au travail pour former les pauvres afin de leur permettre de sortir de la misère. Les jardins bien arrosés sont des jardins de démonstration de 6 mètres carrés qui permettent la formation et le discipulat des agriculteurs dans leur propre communauté. Bien que petits, ils sont assez grands pour former les fermiers à mettre ensuite en place avec succès les techniques de l'APD dans leurs exploitations plus grandes. Ils nécessitent 2 à 3 heures de travail et sont des modèles très rentables. Toute la communauté peut se rassembler autour de ces jardins bien arrosés pour que les fermiers puissent apprendre pas à pas les procédures, à partir de la préparation des trous, la fertilisation des semailles, l'épandage d'engrais de surface, jusqu'au désherbage et à la récolte. Nous vous encourageons à rendre l'expérience d'un jardin bien arrosé amusante en utilisant des concours et des scénettes pour donner aux agriculteurs beaucoup d'occasions de mettre la main à la pâte. Le bon moment pour mettre votre jardin bien arrosé en place, c'est bien avant la saison des pluies, pour que les agriculteurs puissent adopter ce qu'ils ont appris et avoir assez de temps pour préparer leur propre champ en conséquence. Par exemple, dans une région où l'on plante fin novembre, le moment idéal pour démarrer les jardins bien arrosés est août et septembre, ce qui laisse aux fermiers 2 mois pour préparer leur propre terre et être prêts à temps pour s'aimer. Si vous vivez près de la communauté que vous servez, vous avez un grand avantage. Découpez l'enseignement en sections et faites travailler votre groupe d'agriculteurs sur chaque section avant de leur donner la portion suivante. Les jardins bien arrosés sont de belles opportunités d'annoncer l'Évangile. N'hésitez pas à intégrer la parole à votre enseignement à intervalles fréquents, en utilisant des paraboles et des histoires qui montrent l'Évangile appliqué à la vie. Soyez engagés à servir les pauvres fidèlement, comme des sources d'eau qui ne tarissent jamais, en répétant la formation plusieurs années de suite. Nous recommandons très fortement cet engagement qui établit une plateforme relationnelle sur laquelle on peut bâtir et qui mène à l'adoption par la communauté de l'agriculture selon les principes de Dieu. Généralement, peu d'agriculteurs sont assez courageux pour changer tout de suite. Certaines communautés ont un rythme d'adoption bien plus lent que d'autres, souvent sur quelques années. Cependant, par la persévérance et un service qui engage votre cœur, Dieu permet soudain une percée et le nombre d'adhérents fait grimper le rythme de manière significative. Donc, ne laissez pas tomber votre amour et votre service, ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni même la 5e année. Voici quelques indicateurs pour vous aider à choisir le meilleur site pour votre jardin bien arrosé. Choisissez un lieu visible et accessible, où toute la communauté peut voir ce que vous faites. Rappelez-vous, vous cultiverez le même site plusieurs années, donc choisissez bien dès le début. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Les bons sites sont aux portes des centres communautaires, des églises et au carrefour. Assurez-vous d'avoir une assez grande surface avant de commencer, de préférence 10 mètres carrés, et placez-le en carré avec toute structure préexistante. Mettez une barrière pour protéger le site des animaux, en utilisant des barrières vivantes ou des branches d'épines. La taille réelle du jardin est de seulement 6 mètres carrés, mais nous voulons laisser assez de place pour que les gens puissent assister aux formations dans l'enceinte clôturée.
L'ombre réduit de beaucoup la production. Donc, assurez-vous que votre site n'est pas à l'ombre en journée. Parce que l'on plante les jardins bien arrosés avant la pluie, choisissez un lieu où l'accès à l'eau est proche pour pouvoir arroser manuellement jusqu'à l'arrivée de la pluie. Choisissez un gérant fidèle pour être votre gestionnaire de site qui sera près du lieu pour prendre soin du jardin. Rappelez-vous que nous voulons que le jardin bien arrosé soit une lumière dans les ténèbres. Faites donc tout sur votre site avec des normes élevées qui glorifient Dieu. Dans l'agriculture selon le principe de Dieu, l'accord de terrain sert à assurer le plus haut standard. Pour faire une corde de terrain, vous aurez besoin d'une corde de quelque sorte. On peut utiliser une corde d'herbe tressée faite localement ou une corde en nylon non élastique. Pour vous qui préparez des jardins bien arrosés, utilisez une câble parce que des fois ils sont coupés. Vous aurez besoin d'un bâton de marquage de 60 cm. Coupez-le avec précision et utilisez-le pour établir les marques de position sur la corde de terrain. Les marqueurs peuvent être faits de bouchons de bouteilles ou de petits morceaux de plastique qu'on attache à la corde. Je vais vous montrer comment en préparer avec cette corde en nylon. Attachez une boucle au bout de la corde et crochez-la sur un piquet. À 60 cm du piquet, attachez le premier bouchon. Du milieu de ce bouchon, allez encore 60 cm et attachez le deuxième bouchon. Avancez encore 60 cm et attachez le bouchon suivant. Si vous préparez cette corde correctement dès le début, vous pourrez l'utiliser pendant beaucoup d'années. Donc, choisissez une bonne corde, achetez la meilleure que possible et elle vous aidera à garder vos standards élevés. Ce que vous devez prendre avec vous, 7,2 mètres de corde terrain à intervalle de 60 cm. J'expliquerai pourquoi ce n'est pas simplement une corde de 6 mètres. 6 mètres de corde terrain à intervalle de 75 cm. 4 piquets permanents, 25 chevilles de 10 cm, 3 cuillères à café de 5 ml, 3 cuillères à soupe de 12 ml, 3 tasses ou boîtes de 350 ml, une tasse d'environ 350 graines de maïs assémé de bonne qualité, une tasse d'environ 180 graines d'haricots assémés de bonne qualité, 1 kg de chaux agricole, 2 kg d'engrais de fond DAP ou NPK 232. Si vous faites la formation dans une région où les agriculteurs n'utilisent pas d'engrais, vous devrez néanmoins en avoir un peu sous la main pour faire la démonstration dans quelques trous. 1 kg d'engrais de surface, nitrate d'ammonium ou urée. Les choses suivantes se trouvent habituellement sur place. 5 ou un sac de 50 kg de fumier, une bonne quantité de paillis faites de matière organique comme les feuilles, des chaumes ou des feuilles de maïs. 200 litres d'eau. Avant de mettre en place votre jardin bien arrosé, planifiez-le et enseignez ensuite. Parfois, lorsque vous venez dans un jardin bien arrosé, vous avez des centaines de personnes assises autour de vous. Quand ils vous voient en train de poser le câble, mettant les clous dans le sol et les trous de marquage sur les côtés, ils se confondent totalement et pensent qu'ils ne peuvent pas faire l'APD. Rappelez-vous que vous n'enseignez pas aux pauvres à installer un jardin bien arrosé, mais à mettre l'APD en place dans leur champ. Désherber dans le jardin en coupant les mauvaises herbes à la surface ou en les déracinant du mieux que vous pouvez. Essayez d'aplanir votre jardin autant que possible.
quadrillez votre jardin avec un mur, une route ou un chemin. Posez la corde de terrain de 7,2 mètres de long au travers de la pente sur la courbe de niveau. Enfoncez le premier clou. Ceci est coin numéro 1. Allez de l'autre côté du champ, tendez bien la corde de terrain, posez votre deuxième coin. Et cela établit votre ligne de base permanente. L'étape suivante est de passer la corde de terrain de 6 mètres de longue avec intervalle de 75 cm en descendant la pente. Alors, Patrick, tendez ça bien. Je vais crocher cette boucle ici au coin numéro 2. Avec l'aide d'une feuille de papier, quadrillez-le avec votre base. Patrick, venez un peu comme ça. Encore? Parfait. Cela établit coin numéro 3. Une fois que vous établissez coin numéro 3, votre jardin bien arrosé aura la forme de L. Placez un clou à chacun des marques de 75 cm de votre corde terrain. Demandez à quelqu'un de vous suivre et creuser des trous pour marquer l'emplacement de chaque clou pour la permanence, au cas où le clou ne sorte. La prochaine étape consiste à changer les câbles. Le câble supérieur va vers le bas et ce câble du côté droit va au côté gauche du jardin. Retirez toutes les boucles, mais n'oubliez pas de garder les clous en place. Patrick, allons à ce côté-là du jardin. Prenez la boucle qui était sur le coin numéro 1. Patrick, amenons la corde de terrain jusqu'au fond du jardin. Veuillez connecter cette boucle au coin numéro 3. Prenez les deux boucles de deux cordes de terrain, mettez un clou entre les deux et tendez-le. De cette façon, vous établissez un carré parfait dans votre jardin bien arrosé. Ensuite, descendez la ligne, plaçant encore votre clou comme marqueur sur le bord extérieur de la corde terrain. Encore une fois, décrochez vos cordes et apportez votre ligne de base de 60 cm jusqu'au sommet du jardin bien arrosé. Branchez-le sur les coins numéro 1 et 2. Vous pouvez maintenant enrouler votre corde terrain de 75 cm et l'enlever. Encore une fois, décrochez vos cordes de terrain et apportez votre ligne de base de 60 cm jusqu'au sommet du jardin bien arrosé. Rebranchez-le sur les coins numéro 1 et 2. Vous pouvez maintenant enrouler votre corde terrain de 75 cm et l'enlever. Si vous délimitez votre jardin bien arrosé, comme nous venons de vous le montrer, vous pourrez planter dans les mêmes stations de plantation année après année, aussi longtemps que vous choisirez de servir cette communauté. Vous êtes maintenant prêt à enseigner l'agriculture selon les principes de Dieu sur votre site de jardin bien arrosé. Amusez-vous bien.
Le kit agriculteur à petite échelle pour 1 hectare comprendrait ce qui suit. 2 à 4 houes. Aiguiser les lames et réparer toutes les manches endommagées. Un bâton de 60 cm de long pour faire la corde de terrain. Une corde de terrain de préférence aussi longue que votre champ, jusqu'à 50 mètres de long. Des bâtons de 75 cm. 30 piquets permanents. 2 tasses de 350 ml. 2 cuillères à café de 8 ml. 4 cuillères à soupe de 12 ml. Entrée nécessaire pour un petit agriculteur sur 1 hectare, c'est-à-dire 22 222 trous. Grains de maïs, en règle générale, 25 kg par hectare. Si vous utilisez un engrais inorganique, vous avez besoin de 6 sacs de DAP. Si vous utilisez du fumier, du compost ou des fourmilières, pour l'un ou l'autre, vous avez besoin de 156 sacs de 50 kg. Dans les régions subsahariennes à pluie estivale, commencez vos préparatifs début septembre. En Afrique centrale, qui connaît les petites et les grandes saisons de pluie, préparez vos terres début janvier pour les semailles de la grande saison de pluie. Au lieu de nettoyer d'immenses parcelles, commencez petit et pratiquez l'APD avec des normes très élevées. C'est la quantité d'engrais que Dieu vous donne sous forme de fumier, compost, terre de fourmilière ou engrais qui détermine la superficie à préparer. Par exemple, si vous n'avez que 150 sacs de fumier, ne préparez pas 2 hectares qui vous donneraient une récolte faible de 2 tonnes. Si vous cultivez 1 hectare à des normes élevées, votre récolte pourrait être de 3 à 5 tonnes. Ici, ce sont nos intrants qui déterminent la superficie à préparer. Si vous avez 6 sacs d'engrais DAP, vous pouvez cultiver 1 hectare à une norme élevée. Ne diluez pas vos engrais, mais plutôt réduisez votre surface. Probablement que vous allez semer sur une terre qui a déjà été cultivée. Assurez-vous donc que la culture précédente a bien été foulée au pied et que la terre est libre de toute mauvaise herbe durant la saison morte. Si la terre est un jungle de mauvaises herbes, cassez-les à la houe à la hauteur du sol et laissez-les en place comme paillis. Les mauvaises herbes rampantes doivent être déracinées et sorties du champ. Si vous préparez un sol qui n'a jamais été cultivé, la terre est déjà dans sa condition vierge, qui a produit une végétation naturelle depuis des siècles sans labour ni brûlis. Coupez les arbres, ôtez les souches et nettoyez les buissons, laissant en place un paillis de feuilles d'herbe à la surface du sol. Quoi qu'il arrive, ne labourez pas la terre et ne brûlez pas le paillis. Nivelez les trous laissés par les souches et épandez le paillis équitablement sur tout le champ. Les forêts font partie des merveilles de Dieu que nous devons activement préserver. L'agriculture, selon les principes de Dieu, nous permet de telles augmentations de la production que nous diminuons nos exigences sur les forêts naturelles fragiles. Dieu s'attend à ce que nous prenions soin de sa création. En augmentation de récolte par hectare, nous n'avons besoin de détruire les zones boisées en utilisant les techniques d'abattis brûlés. Nous avons eu une culture d'haricots dans ce jardin bien arrosé pendant l'hiver. Vous pouvez encore voir le paillis qui reste depuis qu'on l'a planté. La première chose qu'on doit faire est d'établir la ligne de base permanente. Établissez toujours votre ligne de base en haut de votre champ. Établissez la ligne de base à 90 degrés d'une barrière droite existante. C'est une question d'efficacité et de soin. Placez votre corde de terrain à intervalles de 60 cm à travers le jardin sur la courbe des niveaux. Ceci est très important pour ralentir l'eau qui coule le long de la pente pour limiter au minimum absolu l'érosion du sol. La courbe de niveau est toujours une ligne niveau tracée à 90 degrés de la pente. À chaque extrémité de la ligne de base, placez un piquet permanent, un jalon
pour vous assurer que vous attachez la corde au même point de départ année après année. Utilisez des tiges d'acier ou des piquets en bois dur qui ne rouillent pas et enfoncez-les profondément, laissant 5 cm exposés, de sorte que ni les animaux ni les enfants ne puissent les déplacer. Dans un champ, vous devriez avoir des piquets permanents tous les 10 ou 20 rangs pour assurer que vous maintenez la précision des rangs et des trous. Voici certaines raisons pour lesquelles nous plantons dans les mêmes trous chaque année. Premièrement, les cultures précédentes n'ont pas utilisé tous les nutriments que nous leur avons donnés, et ils sont disponibles pour les cultures suivantes. Deuxièmement, le sol devient plus meuble et plus facile à travailler. Troisièmement, les racines des cultures précédentes se décomposent dans les trous et améliorent la fertilité, laissant des canaux pour une croissance améliorée des racines de la culture suivante et améliorent de beaucoup la pénétration de l'eau. Cinquièmement, le dérangement du sol est minimal entre les rangs, ce qui réduit la croissance des mauvaises herbes. Achetons, commencez à labourer le champ. Oh non, 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 c'était une blague. Rappelez-vous que dans l'agriculture, selon le principe de Dieu, on ne laboure pas. Regardez ce sol terrible où nous plantons. Si vous pensez que votre sol était mauvais, ceci est encore pire. C'est littéralement le sable de dunes. Nous avons besoin de beaucoup de foi pour planter dans ces sables de dunes. Nos trous seront écartés de 60 cm sur 75 cm, ce qui nous donne 22 222 trous par hectare. Les trous ont à peu près 12 cm de large, ce qui correspond à la largeur d'une houe ordinaire. Les trous pour des engrais organiques, fumier, compost, terre de fourmilière, devraient faire 15 cm de profond. Les trous pour des engrais inorganiques devaient faire 8 cm de profond. Nous allons tout d'abord démontrer comment préparer votre terrain en utilisant du fumier, du compost ou du fourmilière comme intrant. Regardez vers le haut de la pente et centrez la tête de la houe sur la marque de la corde de terrain à intervalle de 60 cm. Poussez la couverture de côté. Commencez à 15 cm en bas de la corde, creusant de plus en plus profondément en remontant jusqu'à la corde. Jusqu'à 15 cm de profondeur, à peu près la longueur de ma main. Il faut normalement compter 5 à 6 coups de houe. Cela représente pas mal de terre. Alors, faites attention de ne pas jeter trop loin pour qu'elle n'interfère pas avec le rang suivant, 75 cm plus loin. Amener le sol vers le bas fait que l'eau sera ralentie par le trou et il sera retenu comme dans un barrage. La pénétration juste sur les racines de la plante sera profonde. Déplacer la terre sur le côté signifie que l'eau se déplacera à pleine vitesse en bas de la pente au moment où elle touchera le tas, parce qu'il n'y a pas de trou pour la ralentir. Cette méthode n'aura que peu de bénéfices dans le ralentissement de l'érosion. Donc, gardez la méthode de la pente descendante. Le profil du trou est raide vers le haut de la pente et moins vers le bas. Quand vous creusez le trou, avancez de manière organisée de gauche à droite en espaçant les gens de manière équivalente pour ne pas gaspiller votre temps à vous bousculer. Assurez-vous que l'équipe creuse le trou à des intervalles d'exactement 60 cm, avec une profondeur et une taille correcte de 15 cm. Une fois que vous ayez terminé votre première rangée, alignez vos bâtons de 75 cm sur le bord d'un morceau de papier pour obtenir un angle de 90 degrés.
Il est préférable de simplement mettre une corde marqueur sur l'un des côtés de votre champ et de le mesurer contre le parfait 90 degrés. Patrick, venez un peu de ce côté. D'accord, c'est tout. Une fois que cette corde est en place, vous pouvez placer votre bateau de 75 cm tout le long de cette corde et vous saurez que vous avez un bord droit parfait. C'est une étape importante pour assurer que nous puissions trouver nos mêmes trous la saison prochaine. N'oubliez pas de laisser vos 2 piquets permanents en place à ce stade. Déplacez votre corde de terrain de 60 cm sur la pente jusqu'à la marque de 75 cm et recommencez la procédure. Cela vous aide vraiment si vous disposez de 2 bâtons de 75 cm et vous travaillez ensemble en gardant le carré comme mesure pour l'angle de 90 degrés. OK les gars, allons-y encore. Si vous utilisez de l'engrais inorganique, vos trous n'ont besoin que de 8 cm de profondeur ou aussi long que mes doigts. Vous préparez vos trous comme cela a été démontré précédemment, mais cette fois, commencez à creuser 10 cm de la corde et terminez en 3 coups. Nous allons préparer une ligne de trous d'engrais inorganique jusque pour que vous puissiez voir quelles sont les différences. En résumé, les dimensions finales de votre trou ont une largeur de 12 cm, soit une lame de houe, une profondeur de 15 cm quand on utilise du fumier, du compost ou de la terre de fourmilière, ou de 8 cm pour l'engrais chimique. Vos trous sont espacés de 60 cm sur les rangs, avec 75 cm entre les rangs. Laissez les 3 derniers rangs du jardin bien arrosés libres pour y planter des haricots qui font partie du cycle de rotation que l'on enseigne dans l'agriculture selon le principe de Dieu. Nous préconisons que chaque parcelle soit divisée en 3 parties. Un jardin bien arrosé le démontre en ayant 6 rangs de maïs en 2 parties, A et B, et 3 rangs d'haricots dans la dernière partie, C. Année 1, les sections A et B sont plantées de maïs et la C d'haricots. Année 2, la section est plantée d'haricots, les B et C de maïs. Année 3, la section A est plantée de maïs, la section B d'haricots et la C de nouveau de maïs. À votre 4e année, vous revenez à la location initiale de maïs et des haricots. Cela offre à chaque partie un repos bien mérité après la culture de maïs tous les 3 ans. Cela permet aussi de briser le cycle des maladies ainsi que d'augmenter la fertilité au sol en fixant l'azote quand la rotation se fait avec des légumineuses. Ne croyez pas que vous vous en sortirez en cultivant la même chose année après année. Vous devez vous convaincre de faire cultiver 1/3 de votre champ en d'autres cultures, tant pour la valeur des rotations que pour vous aider à diversifier les risques économiques. On peut cultiver des différentes légumineuses dans le tiers de la rotation. Les arachides, le soja, les pois chiches, les pois d'Angola, niébé, etc. On peut aussi faire cultiver d'autres plantes en rotation, comme le coton ou le tournesol. L'espacement sur les rangs dans beaucoup de cultures alternatives est si petit que l'on ne peut pas creuser des trous. Il faut alors semer en sillon. Placez la corde terrain le long du rang. Mais au lieu de creuser tous les 60 cm, creusez simplement un sillon de 8 cm de profondeur sur toute la longueur du rang.
Admirez le travail de vos mains. Salomon, dans sa sagesse, parle de la joie d'un travail bien fait. Nous pouvons nous réjouir du beau quadrillage de nos jardins, des rangs, même des diagonales si on regarde bien. Nous avons amené de l'ordre dans le chaos, à une petite échelle. Les agriculteurs doivent pouvoir relever la tête et être fiers du travail de leurs mains. Regardez à quel point il est beau à grande échelle. Les agriculteurs devraient pouvoir lever leur tête et être fiers du travail de leurs mains. Une fois que vous avez terminé de creuser vos stations de plantation, comptez-les et enregistrez-le. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. Dans la plupart des climats en Afrique, le modèle de 60 par 75 cm est parfait. Mais si vous êtes dans une région sèche avec des précipitations inférieures à 600 mm, augmentez vos distances à 75 à 90 cm. Certains sols qui sont habituellement plutôt rouges et qui bénéficient d'abondantes pluies montrent une tendance à l'acidité. Ce sol acide lie les nutriments nécessaires à la croissance des plantes et les rend ainsi indisponibles pour les plantes. Les récoltes sont par conséquent faibles et manquent de nutriments. Les cendres de bois et la chaux agricole augmentent le pH du sol de façon à les rendre plus neutres, ce qui permet aux nutriments d'être plus facilement absorbés par les racines, ce qui permet à son tour de meilleures récoltes. Versez simplement une cuillère à café bombé de chaux dans le fond de chaque trou. Votre dosage peut être plus précis si vous disposez d'une analyse de sol. Bien au drive, n'écholez ces champs problématiques que tous les 5 ans. Vous pouvez donc le faire toutes les quelques années. Avec le temps, le besoin d'écholer diminue puisqu'on ne laboure pas et que l'on paille à 100%. Dieu a donné à chaque agriculteur une mesure de talent. À certains, il en a donné un, à d'autres 2 ou 5. Ça vous rappelle quelque chose? J'espère que vous êtes fidèles avec ce que Dieu vous a donné. Nous devons apprendre à donner pour sortir de la mentalité de la sébile. Notre état d'esprit doit changer. On ne peut pas continuer à prendre sans rien donner en retour. La Bible dit que nous moissonnerons ce que nous sémons. 0 fois 0 égale 0, 0 fois 100 égale 0. Si vous ne donnez rien à un sol, même s'il a un bon potentiel, vous n'obtiendrez rien. L'Ouganda, le Malawi et le Mozambique ont de magnifiques sols profonds. Et les gens me disent, on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit dans notre sol, il est tellement fertile. Mais quand je leur demande ce qu'ils récoltent, les quantités sont ridiculement faibles. Nous récolterons à la mesure où nous sémons. À chaque saison, les cultures tirent du sol les nutriments dont elles ont besoin. Et nous devons les leur rendre pour s'assurer qu'ils seront disponibles à la prochaine culture. Si vous connaissez le nombre de trous dans votre champ, vous pouvez alors calculer combien d'entrants vous sont nécessaires. Exemple, 350 ml fois 22 222 trous donne 7,7 mètres cubes, divisé par 50 égale 156 sacs. 350 ml fois 99 trous pour un jardin bien arrosé donne 2 tiers d'un sac. Pour utiliser du fumier, du compost et de la terre de fourmilière, il faut une tasse ou une boîte de 350 ml pour mettre l'intrant au fond des trous de 15 cm de profond. Nous voulons avoir dès le début des plantes de même taille pour couvrir les lignes de manière égale. Il faut donc maintenir les standards à leur maximum dès le commencement. Mettez vos intrants dans les trous 2 rangs à la fois pour limiter la circulation à 1 rang sur 2. Vous aurez besoin de 156 sacs de ces différents intrants par hectare, ce qui est beaucoup. Mais ne vous découragez pas.
Beaucoup d'agriculteurs le font avec succès et vous pouvez y arriver aussi. Le compost peut être fait sur place et ainsi ne nécessite pas de transport. Chaque trou doit recevoir la même quantité d'engrais. La pire mauvaise herbe de votre champ, c'est les autres plantes de maïs. Mettez les plantes en place dans les trous de façon à vous assurer que chaque plante ait les mêmes possibilités que les autres. La récolte potentielle par hectare avec du fumier est de 3 à 5 tonnes, avec du compost de 2 à 5 tonnes, et avec la terre de fourmilière de 1 à 3 tonnes. La récolte moyenne sur le continent avoisine les 350 kg ou 7 sacs par hectare, et nous pouvons donc faire 10 fois mieux en utilisant des solutions simples, éprouvées et disponibles. Ces 3 engrais constituent tous la vie microbienne et la fertilité du sol, améliorent sa texture, sa structure et sa capacité à retenir l'humidité. Ils sont, et de loin, préférables aux engrais chimiques, avec un meilleur rapport qualité-prix. Rappelez-vous, vous devez garder vos enseignements pertinents pour les pauvres en tout temps. Même lorsque vous entrez dans le domaine des cultures alternatives, vous devez rendre quelque chose. Lorsque nous plaçons nos intrants dans les rangs des haricots, il suffit de mettre 350 ml par 60 cm le long du sillon. Nous avons laissé cette dernière rangée de trous creusés à 8 cm de profond pour démontrer comment utiliser l'intrant. La plupart des paysans à petite échelle n'ont pas accès aux engrais en raison de leur coût élevé et de l'éloignement de leur habitation. Mais parfois, ils reçoivent des bons pour des engrais ou des sacs d'engrais. Ils doivent donc savoir comment les utiliser correctement. Dans beaucoup de pays africains, les gens ont peur d'utiliser ces engrais parce qu'ils ont toujours reçu des informations fausses à leur sujet. Il n'y a rien de mal à utiliser ces engrais, mais en abuser a des effets négatifs sur le sol. Rappelez-vous que dans les grandes exploitations, il est presque impossible de rendre à la terre le volume de nutriments pris par les cultures et d'obtenir de très bonnes récoltes. Il y a donc une place pour des engrais. Ils ont été utilisés sur l'exploitation de Hinton, là où Brian a démarré l'APD depuis 1984 avec d'excellents résultats. Les engrais de fond incluent le DAP, ou phosphate diamonique, et le NPK dans les proportions variables, qui offrent un équilibre entre les nutriments azote, phosphore et potassium. Il faut mettre un grain de fond au fond des trous. Les engrais de surface ne contiennent que de l'azote. On les répand à la surface du sol. Ils peuvent contenir NaC, nitrate de chaux, et de l'urée. Pour des récoltes optimales, placez 12 ml ou une cuillère à soupe de DAP à une fine bande qui traverse le fond de chaque trou. Il faut compter 6 sacs de DAP par hectare. Le record de production de l'APD, il faut compter 6 sacs de DAP par hectare. Le record de production de l'APD a été de 13,9 tonnes par hectare à large échelle en utilisant de l'engrais. Voici un exemple pour calculer le besoin en engrais. 12 ml fois 22 222 trous égale 266 kg ou 6 sacs de DAP par hectare. Si vous utilisez des engrais pour votre culture de rotation en sillon, répartissez simplement une cuillère à café bombée sur 60 cm. Rappelez-vous qu'il faut préparer une surface de terre qui vous permette de répartir la dose correcte d'engrais. Il ne faut pas distribuer une trop faible dose d'engrais sur une grande surface. Si vous n'avez qu'une quantité limitée d'engrais, utilisez-la sur une surface plus petite et cultivez avec des hauts standards, plutôt que de cultiver une grande surface à un standard moindre.
Recouvrez tous les engrais avec 3 cm de terre que vous prenez sur le tas de terre en aval pour obtenir la profondeur exacte à laquelle il faut semer le maïs, à savoir 5 cm ou la longueur d'une boîte à allumettes. Cette couche de séparation est très importante pour éviter que les graines soient brûlées par les engrais, surtout si on utilise des engrais ou du fumier. Couvrir permet aussi d'éviter que l'azote ne s'évapore dans l'atmosphère. Vos rangs des haricots ont besoin d'une profondeur de plantation de 3 cm, une boîte allumette sur le côté. Il faut donc couvrir les engrais jusqu'à ce qu'il reste cette profondeur. Peu importe où vous êtes dans le monde, votre champ doit être prêt au moins 3 semaines avant le moment optimal de semaille. De cette manière, vous êtes assuré d'être prêt à temps, en particulier si vous avez de bonnes pluies précoces. Dans les régions à pluie d'été comme l'Afrique du Sud, la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique et le Malawi, vous devriez être prêt dès la fin du mois d'octobre. Les trous seront creusés et les intrants en place, recouverts légèrement, en attendant la date de semaille optimale autour du 10 au 25 novembre. Dans les régions centrales, où dominent les longues pluies, comme en RDC, au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda et au Burundi, il faut que tout soit prêt fin février pour semer fin mars. Très souvent en Afrique, on me demande des conseils sur le semer à sec. Je dois vous encourager de ne le pas faire. Si vous avez des pluies précoces qui suffiront juste à faire germer les graines, suivies par un épisode de sécheresse, vous devrez semer de nouveau. Vous devez attendre qu'il y ait assez de pluie avant de semer. Si vous n'êtes pas sûr de la quantité nécessaire, consultez le manuel pour votre zone climatique. Comme vous le voyez, nous arrosons ce jardin bien arrosé. Ainsi, nous agissons comme la pluie. Entendez-vous le tonnerre et voyez l'éclair? Rappelez-vous, nous devons arroser ce jardin parce que nous devons enseigner aux gens le processus entier de la semaille. Nous ne pouvons pas attendre que la pluie arrive, puisqu'il n'y aura pas assez de temps pour les gens de préparer leur grand champ. Il semble que nous venons de terminer ce champ juste à temps. Les premières pluies arrivent. J'espère que vous serez prêts à temps. Seigneur, nous venons auprès de toi ce beau matin te rendre grâce pour les pluies d'hier. Merci pour tes bénédictions sur la terre, pour que les semences puissent pousser et donner une grande récolte. Nous te rendons grâce pour cette opportunité de s'aimer aujourd'hui et nous prions sur cette semence, qu'elle fleurisse et nous amène une moisson abondante au nom de Jésus. Merci. Nous préconisons que les petits agriculteurs utilisent des variétés à pollinisation libre par opposition à des hybrides. Elles offrent les mêmes rendements quand les conditions ne sont pas optimales, sont bien moins chères et les mêmes semences peuvent être stockées à la fin de la saison pour être replantées plusieurs années de suite. Les semences hybrides doivent être rachetées chaque année. Le pauvre se retrouve ainsi sous le joug des logiques lucratives des compagnies sémencières ou devient dépendant de l'aide à l'agriculture. Le pauvre devrait être libre de s'aimer quand il est prêt et non pas soumis aux hommes, au gouvernement et aux organisations. Si vous devez acheter des semences, choisissez les meilleures variétés à pollinisation libre que vous pouvez vous permettre.
Quand vous êtes prêt à s'aimer et qu'il y a eu assez de pluie, prenez le nombre de graines que vous pouvez mettre en terre en une seule fois et mettez-le à tremper dans l'eau au maximum 16 heures pour les faire gonfler. Ashton, montre-nous comment on plante au Zimbabwe. Oh non, 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 je sais comment vous plantez. 6, 8, même 12 graines par trou. Avec l'agriculture selon le principe de Dieu, nous devons plier nos dos et le faire à un haut standard. Avec l'APD, 3 graines par station de plantation soigneusement en ligne, une à gauche, une au milieu et une à droite. Cela représente 66 666 graines par hectare. Lors de la semis dans le fumier, le compost et les terres des fourmilières, les graines doivent être placées à 10 cm ou 2 largeurs de boîte à l'allumette de la partie supérieure des trous. Quand les trous contiennent de l'engrais, placez les graines à 5 cm ou une largeur de boîte à allumette du bord supérieur. Cela garantira que lorsque les racines descendent, elles pousseront directement dans les quantités maximales de nutriments juste au-dessus des racines. Pour semer les haricots, placez les graines à 10 cm d'intervalle le long du rang. Maintenant que nous avons planté, recouvrons rapidement les trous. Ashton, montre-nous comment vous recouvrez au Zimbabwe. Oh, non, non, non! Avec l'APD, recouvrez avec la terre fine et meuble en utilisant le sol du tas sur la pente descendante. Ils empêchent un bon taux de germination et provoquent des inégalités entre les plantes. Alors faites attention à cette étape. Recouvrez bien à plat, sans creux. Ces creux peuvent causer des problèmes parce que des flaques d'eau s'y forment après les grosses pluies. Et les plantules y développeront des maladies comme la fonte des semis, puisqu'elles auront les pieds dans l'eau. Nous sommes dans la forêt tropicale Tsitsikamma en Afrique du Sud. Les gens viennent de partout dans le monde pour profiter de ce spectacle incroyable que Dieu a créé. Ils ont récemment connu une inondation et ce gigantesque Otenika Yellowwood a été déraciné. Il révèle deux secrets à propos de cette forêt. La première est exactement combien le système racine est peu profond. Et deuxièmement, combien le sol sur lequel elle pousse est pauvre. Quoi exactement cette forêt fleurit comme il le fait?
Si vous allez vous promener dans le jardin de Dieu, à savoir partout où l'homme n'intervient pas, vous verrez que, dans sa grande sagesse, il a placé une couverture sur la surface du sol, faite de feuilles, de branches et brindilles, de fruits et d'herbes en décomposition. Tout cela reste à la surface du sol pour s'y décomposer sur plusieurs années. On peut qualifier ce pays ou mulch de couverture divine. Ce forêt fleurit à cause de la libération des nutriments organiques de la couverture de Dieu. Il suffit juste de regarder le riche teinte sombre de ce sol à cause de ce processus de décomposition. La raison pour laquelle ces arbres massifs ont un système racinaire si peu profond, c'est qu'ils se nourrissent des nutriments qui sont juste à la surface du sol. La couverture de Dieu protège le sol de l'érosion, permet une profonde pénétration de l'eau des pluies, conserve l'humidité, améliore la fertilité, améliore la résistance des cultures à la sécheresse et offre un environnement de croissance idéal parmi d'autres avantages. Tout cela entraîne des rendements significativement améliorés. La couverture de Dieu est la clé. Nous devons viser à une couverture de 100% et plus de nos champs. Et même si ça vous prend quelques années, faites-le de tout votre cœur. Au début, la seule matière disponible pour faire le paillis sont les mauvaises herbes et les résidus des anciennes récoltes. Faites ce que vous pouvez pour augmenter votre couverture en coupant les herbes et des feuilles de bananiers, en apportant du paillis de la forêt ou même en récupérant les résidus des récoltes de vos voisins avant qu'ils les brûlent. Nous allons renforcer notre couverture existante en utilisant ces boutures d'herbes. Couvrez tous les champs de manière égale, oui, même par-dessus les trous. Les graines germeront et pousseront au travers du paillis. On ne peut pas insister assez sur l'importance du paillis. Personne ne laisserait simplement un voleur entrer chez lui en plein jour pour lui dérober ses affaires, n'est-ce pas? Pourquoi laisseriez-vous l'aspect le plus important de votre agriculture être mangé par les animaux de vos voisins? Nous devons considérer le pays comme le trésor du sol, le garder et le construire. Après environ 10 jours, les plantures émergeront au travers du pays. Ça fait 10 jours après la semis. Allons voir comment ça se passe dans le jardin. Wow! Regardez ces plantures de maïs émerger directement à travers la couverture de Dieu. L'émergence est une démonstration du pouvoir créateur de Dieu qui prend une semence morte et l'entraîne à revivre et germer. Tout comme cette semence, nous étions morts, étant en vie dans notre péché. Mais Jésus a soufflé sa vie en nous et par sa grâce, nous sommes élevés pour vivre plus abondamment. J'imagine que vous étiez inquiets pour l'émergence à travers cette couverture de Dieu. Je l'étais aussi la première fois que j'ai essayé l'APD. Ma première semaille était couverte d'une couverture épaisse de tiges de maïs, et j'étais très soulagé de voir l'émergence réussie.
Les plantules peuvent émerger un peu plus lentes à travers la couverture de Dieu en raison de la température moins élevée du sol. Mais ne pas paniquer. Elles rattraperont et dépasseront bientôt les plantes des champs sans couverture de Dieu. Souvenez-vous que ce n'est pas comment on commence, mais comment vous terminez qui importe. Voyons comment ça va dans le reste du champ. Parfois les pintades, les poules ou les rats mangent les graines, provoquant d'assez larges espaces sans plantes. Nous pouvons corriger en comblant les vides peu après l'émergence. Comptez le nombre de trous où il n'y avait pas l'émergence et multipliez par 3 pour déterminer le nombre de graines dont vous aurez besoin. Dans cet exemple, nous avons 5 stations de plantation qui n'avaient pas l'émergence. Donc, nous avons besoin de 15 semences. Prenez le nombre de graines de maïs nécessaires et trempez-les dans l'eau pendant 6 heures pour les faire gonfler, et puis nous sommes prêts pour combler les vides. Après avoir trempé vos graines pendant 6 heures, placez vos 3 graines par station de plantation là où il y a des vides. Après avoir trempé vos graines pendant 6 heures, placez vos 3 graines par station de plantation là où il y a des vides. Enfoncez-les jusqu'à 5 cm, longueur d'une boîte d'allumettes dans les trous existants et refermez-les pour permettre la germination parfaite. Après, vous les couvrez en vous assurant que la couverture de Dieu est sur toute la surface. Avec l'agriculture selon les principes de Dieu, nous ne voulons pas du tout les mauvaises herbes dans notre champ. Les mauvaises herbes diminuent sérieusement le rendement des cultures parce qu'elles entrent en compétition avec les plantes pour l'eau, les nutriments, la lumière et la place. Faites votre premier désherbage quand les mauvaises herbes sont encore très petites, environ 3 cm, à savoir 10 à 4 jours après le semail. Désherbez en reculant, en les coupant à la surface du sol avec la houe et en les laissant pour ajouter à la couverture de Dieu. Arrachez les mauvaises herbes rampantes et sortez-les du champ. Répétez le processus de désherbage tous les 10 à 14 jours. Ne laissez pas les mauvaises herbes engrainer dans votre champ, car elles produisent des centaines de milliers de graines qui peuvent rester en latence dans le sol pendant 20 ans. Le péché et les mauvaises herbes ont beaucoup en commun. Quand on s'en occupe, ils ne peuvent pas porter de mauvais fruits. Mais si on les laisse sans soin même un moment, leurs fruits nous font tomber dans la honte. Une seule année de mauvaise gestion des mauvaises herbes peut résulter en 7 années de problèmes de mauvaises herbes. Alors, prenez-vous-y à temps et désherbez toute l'année. Un agriculteur de l'APD commence à désherber lorsque les mauvaises herbes ont seulement 3 cm de hauteur. Il lui faut 7 jours pour compléter son jardin entier, et il le fait avec beaucoup de joie. Il finit tout le jardin, et parce que le cycle des mauvaises herbes est un cycle de 10 jours, il a 3 jours pour se reposer. Le fermier paresseux, d'autre part, se lève le matin et regarde loin sur le terrain et dit « Oh, les mauvaises herbes sont encore trop petites, plutôt qu'elles se développent et deviennent de plus en plus grandes. » Le lendemain, il se lève et ne compte encore que 10 cm environ et il dit « Elles sont encore trop petites. » Il attend qu'elles obtiennent 30 cm de hauteur et dit « Maintenant, les mauvaises herbes méritent le désherbage. » Alors, il commence à désherber cette jungle de mauvaises herbes et plus il travaille dur, plus il perd de sa joie et il commence à haïr l'agriculture. 14 jours plus tard, il termine à désherber la ferme et il se réjouit pour avoir finalement terminé son travail. Alors qu'il revient dans le champ, il voit que les mauvaises herbes deviennent de plus en plus grandes à chaque rang, parce qu'il a 4 jours de retard. Nous avons semé 3 graines par trou, mais nous ne voulons que 2 plantes par chacun. Nous avons constaté que les rendements sont meilleurs avec 2 plantes par trou, soit 44 444 plantes par hectare. La germination d'une graine est assurée à 87% environ. Donc, si on plante 44 444 graines, on aura environ 38 000 plantes, sans compter les pertes dues aux rats, poules et pintades.
ce qui laissera environ 35 000 plantes par hectare. À cause de cela, nous n'atteindrons pas notre rendement potentiel optimal à moins de semer 3 graines par trou puis d'éclaircir à 2. Il a été prouvé que pour chaque centime dépensé pour la 3e graine, on retirera 40 centimes en éclaircissant. Ce rapport, où le bénéfice est de 40 fois supérieur au coût, vaut la peine. Éclaircissez 2 à 3 semaines après la levée, quand les plantes font entre 20 et 30 cm de haut. Déracinez la plante la plus faible, ou, si les 3 ont la même taille, celle du milieu du trou. Regardez les trous par 3, pas seulement 1, de façon à éclaircir à 6 plantes pour 3 trous. Faisons quelques exemples pour montrer comment l'éclairci devrait être fait. Dans 3 stations de plantation, nous voulons une moyenne de 2 plantes par trou. Ici, nous avons 1 plus 3 plus 3, et cela fait 7. Mais nous ne voulons que 6. Donc, nous enlevons une plante du 3e trou le plus éloigné pour faire au total 6 plantes. Ensuite, nous venons à ces 3 stations de plantation. Nous avons 3 plus 2, c'est 8 plantes. Nous voulons seulement 6. Donc, nous enlevons ici celui qui est le plus faible de ces 3. Et celui-ci, sur le côté, est le plus faible. Cela vous donne un total de 2 plus 2 plus 2 égale 6. Exactement ce que nous voulons. Dans cet exemple, nous avons 3 plus 0 plus 3. Alors même que nous avons répliqué dans ce trou, rien ne se produit. 3 plus 3 fait 6. Donc, c'est exactement le nombre que nous voulons dans cette station de plantation. L'épandage d'engrais de surface doit se faire directement après avoir éclairci. Utilisez une tasse de 8 ml ou une cuillère à café bombée de nitrate d'ammonium ou d'urée pour le premier épandage. Placez l'engrais de surface à 7 cm des plantes, en amont de la pente pour éviter qu'il ne brûle les racines des plantes. L'engrais de surface doit être placé entre les plantules pour permettre la croissance égale. À petite échelle, une alternative à l'engrais est l'urine, dont on a prouvé qu'elle est efficace pour augmenter les récoltes. Cependant, les grandes quantités nécessaires et les exigences de stockage avant l'utilisation font que l'urine n'est pas une bonne option d'engrais de surface pour la plupart des gens. Il faut désherber tous les 10 à 14 jours, en continuant toujours à utiliser les mauvaises herbes comme paillis. Il est vraiment incroyable de voir la réduction de la croissance des mauvaises herbes quand le paillis est en place. Vous n'aurez probablement qu'à désherber 2 ou 3 fois avant que la couverture des lignes soit faite. Continuez à désherber en reculant quand les mauvaises herbes sont très petites. L'un des grands avantages d'espacer les stations de plantage de 60 à 75 cm est que les lignes sont couvertes tôt, captant un maximum de lumière pour une bonne croissance mais gardant les mauvaises herbes à l'ombre. En environ 6 semaines, les plantes vous arrivent à la taille et les lignes sont complètement couvertes, ce qui vous permet de ne plus vous occuper des mauvaises herbes pour un bout de temps. Des thalles, tiges secondaires, se séparent parfois de la tige principale au niveau du sol. Certains disent qu'il faut les éliminer, mais il est surprenant de constater que cela n'a aucune incidence sur le rendement. Nous vous encourageons de détaler vos jardins bien arrosés après 6 semaines juste pour question de soins. Cassez simplement la thalle d'un coup sec et laissez les tiges entre les rangs pour ajouter à la couverture de Dieu. Épandez votre deuxième engrais de surface au moment où le maïs commence tout juste à laisser paraître les panicules qui émergent du cornet des feuilles.
épandait soit du nitrate d'ammonium, soit de l'urée comme engrais de surface, à raison de 5 ml ou une cuillère à café bombée en amont des racines de la plante. Placez l'engrais de surface à 10 cm, une largeur de main, pour éviter de brûler les racines. Qu'il pleut pollen pour un petit moment. Ceux-ci sont les fleurs mâles qu'on appelle inflorescence ou panicule. Ils produisent des pollens qui tombent du haut de la plante et descendent jusqu'à la partie femelle de la fleur qui s'appelle l'épi. Chacune des graines à l'intérieur de l'épi est connectée au monde extérieur par une petite file de soie. Un grain de pollen atterrira sur une soie à la fois et y grandira et fertilise une graine. Cependant, si vous n'avez pas la couverture de Dieu en place, vous ne trouverez souvent que 2/3 de votre épi rempli de graines et le sol vide. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Tout simplement, vers la fin de la saison, ces petites files de soie commencent à sécher. Et ce sera toujours pour les graines de la partie avant de l'épi. Puisque les soies sont sèches, le pollen qui tombe dessus ne peut pas grandir à l'intérieur pour pouvoir fertiliser les graines individuelles. C'est pourquoi vous n'avez pas que le premier 2/3 de l'épi rempli de graines. C'est normalement après 4 mois que la culture de maïs commence à sécher et mourir. Les feuilles se replient et pour la première fois depuis la couverture des lignes, la lumière pénètre les feuilles. Ceci stimule la croissance des mauvaises herbes sous la canopée puisqu'il y a encore de l'humidité. La plupart des agriculteurs négligent ce dernier désherbage et se retrouvent à récolter dans un jungle de mauvaises herbes, du cannabis blackjack, de la barbane qui s'accroche aux vêtements et des pois mascates qui brûlent la peau. La récolte, qui était censée être une joie, devient une torture. Un 4e désherbage à ce stade est très utile pour effectuer la récolte dans la joie et nous permet de passer la saison creuse avec un champ net. C'est incroyable, avec la couverture de Dieu en place, une suppression aussi forte de toute germination des mauvaises herbes. C'est l'un des avantages géniaux d'avoir une couverture globale de 100%. Let your glory fill this land, faith, hope. You know that the blessings are coming, Jesus. You are the way. You are the way. Le temps de récolte est le moment le plus joyeux pour les agriculteurs. Nous avons déjà récolté de nombreux sacs d'haricots de ce jardin et nous sommes venus récolter le maïs. Récoltez quand votre maïs est physiologiquement mûr, normalement 2 mois après la formation de la panicule. Les pieds de maïs ont l'air très secs et les épis pendent probablement. Les graines sont bien dentées, vitreux et trop durs pour être rayées avec l'ongle. À ce stade, le maïs contient environ 30% d'humidité. Récoltez vos épis et mettez-le dans un lieu sûr, sec, au soleil, autour de votre maison, que ce soit sur le toit ou sur une grille de séchage, jusqu'à ce qu'il soit bien sec. Les graines doivent ne plus présenter de zones transparentes au moment où ils sont prêts à être engrangés. Ils auront alors environ 30% d'humidité. C'est seulement à ce moment que le maïs doit être engrainé, saupoudré de produits chimiques et mis en sac.
Vous savez, sur ces terribles sables de plage, notre jardin bien arrosé a maintenant testé plus de 9 tonnes par hectare. So amazing. What a blessing. Le foreur de la tige du maïs est un ravageur terrible pour le maïs. Mais nous pouvons le contrôler si nous comprenons son cycle de vie. Il commence par une chrysalide en début de saison, puis devient un papillon de nuit qui pond ses œufs sur les tiges. Les œufs deviennent des chenilles qui forent dans les tiges, laissant comme marque de leur passage des trous d'aération sur les côtés des tiges. Il se métamorphose après 27 jours et le cycle complet recommence. Ce cycle se produit plusieurs fois pendant la saison de croissance de la plante de maïs. Mais à la fin de la saison, les pupes se forment à la couronne de la plante sur le côté ombragé le plus frais à la surface du sol. En couchant les pieds de maïs, nous exposons les chrysalides à la chaleur et aux radiations UV. Cela les dessèche et avec l'aide d'espèces opportunistes dans leur régime alimentaire, comme les fourmis, les oiseaux et les bactéries de décomposition, on diminue significativement les ravages du foreur de la tige de maïs. Il est intéressant de noter qu'il a été prouvé que le broutage seul n'est pas adapté à réduire l'incidence du foreur de la tige de maïs. Cela accentue l'importance de ne pas couper ou laisser brouter les pieds de maïs, mais de les coucher entièrement. Coucher les pieds de maïs vers l'arrière, en les écrasant à la hauteur des racines adventives et en les déposant proprement entre les rangs. Ces tiges sont notre nouveau paillis pour la saison suivante. Alors, ne les brûlez pas et faites de votre mieux pour les protéger des animaux. La session qui suit, appelée « 20 raisons pour faire ainsi », vous amènerait à découvrir pourquoi la couverture de Dieu est prouvée être le meilleur atout de notre sol.